Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Il fait chaud. Il commence à faire chaud à nouveau. Je suis de retour après quelques temps de silence. En fait, j'étais assez triste la semaine dernière et je n'avais pas envie de lire à voix haute. Et là, je profite d'un petit regain pour remonter en scène, on va dire. Je vais commencer par Charlotte Brontë, Jane Eyre. Je reprends cette lecture. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. C'est une ambiance très calme. Hein. Je suis un peu fatiguée aussi, donc ce sera, on l'espère, doux et calme. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Merci encore pour votre écoute. Et à tout à l'heure. Voilà. Chapitre 15. Mr. Rochester me l'expliqua, en effet, à la première occasion. Ce fut un après-midi où le hasard voulut qu'il nous rencontrât dans le parc, Adèle et moi. Il me pria d'aller et venir avec lui dans une longue avenue de hêtres, d'où je ne perdrais pas Adèle de vue tandis qu'elle jouait au volant avec Pilote. Il me dit alors qu'elle était la fille d'une Française, Céline Varens, danseuse à l'opéra, pour qui il avait éprouvé autrefois ce qu'il appelait une grande passion. Cette passion, Céline avait prétendu y répondre encore plus ardemment. Il s'était cru son idole, laid comme il l'était, et avait été persuadé qu'elle préférait sa taille d'athlète à l'élégance de l'Apollon du Belvédère. Et je fus si flattée, Miss Eyre, de la préférence de la sylphide gauloise pour son gnome celtique, que je l'installai dans un hôtel avec des domestiques, une voiture, des cachemires, des diamants, des dentelles, etc. En un mot, je m'engageai sur le chemin de la ruine dans le style voulu, comme n'importe quel autre nigaud d'amoureux. Je n'eus même pas l'originalité de prendre une route nouvelle pour me conduire à la honte, à la perdition. Je suivis la vieille voie avec une stupide exactitude, sans m'écarter d'un pouce de son axe rebattu. J'eus, comme je le méritais, le sort de tous les nigauds. Il m'arriva, un soir, de passer chez Céline alors qu'elle ne m'attendait pas. Elle était sortie. La nuit était chaude, j'étais fatiguée d'errer dans Paris. Je m'assis donc dans son boudoir, heureux de respirer l'air qui venait d'être consacré par sa présence. Non, j'exagère. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait en elle un pouvoir de consécration. C'était une sorte de parfum de pastille odorante qu'elle avait laissé, un parfum de musc et d'ambre, plutôt qu'une odeur de sainteté. L'atmosphère commençait à devenir étouffante sous les effluves des fleurs de serre et des essences répandues dans l'air. J'eus alors l'idée d'ouvrir la fenêtre et d'aller sur le balcon. Il faisait clair de lune, les réverbères étaient allumés, tout était calme et serein. Je m'assis sur ce balcon où se trouvaient une ou deux chaises et pris un cigare. Je vais en prendre un maintenant, si vous le permettez. Il y eut alors une pause, pendant laquelle il sortit un cigare et l'alluma. L'ayant porté à ses lèvres, il envoya dans l'air glacé et sans soleil une bouffée odorante de Havane, puis continua. J'aimais également les bonbons dans ce temps-là, Miss Eyre, et j'étais là, croquant, pardonnez le barbarisme, croquant des bonbons de chocolat, tout en fumant et regardant défiler les équipages dans les rues à la mode qui avoisinent l'opéra, lorsque, dans une élégante voiture fermée, attelée de 2 magnifiques chevaux anglais, que je distinguais très bien à la faveur de cette nuit parisienne resplendissante, je reconnus le coupé donné par moi à Céline. Elle rentrait. Naturellement, mon cœur battit d'impatience contre la balustrade en fer à laquelle je m'appuyais. Comme je m'y attendais, la voiture s'arrêta à la porte de l'hôtel. Et ma flamme, c'est bien le mot qui convient pour une innamorata d'opéra, en descendit.
Elle était enveloppée d'un manteau, embarras bien inutile, soit dit en passant, par une si chaude soirée de juin. Je la reconnus cependant aussitôt à son petit pied, que je vis dépassé sous sa robe, lorsqu'elle sauta du marchepied de la voiture. Me penchant sur le balcon, j'étais sur le point de lui murmurer « Mon ange !» sur un ton que seul l'amour eût pu entendre, lorsqu'une autre personne, également enveloppée d'un manteau, sauta de la voiture derrière elle. Mais ce talon qui résonna sur le pavé portait éperon. Cette tête qui passa sous la voûte de la porte cochère de l'hôtel était couverte d'un képi. Vous n'avez jamais éprouvé la jalousie, n'est-ce pas, Miss Eyre? Non, bien entendu. Je n'ai pas besoin de vous le demander, puisque vous n'avez jamais connu l'amour. Il vous reste encore à faire l'expérience de ces deux sentiments, à recevoir le choc qui éveillera votre âme en sommeil. Vous croyez que l'existence entière s'écoule comme le courant paisible sur lequel vous avez glissé durant toute votre jeunesse. Emporté par ce flot, les yeux fermés, les oreilles bouchées, vous ne voyez pas les récifs se hérisser à fleur d'eau, vous n'entendez pas les vagues déferler et bouillonner à leur base. Mais je vous le dis, et retenez bien mes paroles, vous arriverez un jour dans une passe semée d'écueils, où tout le cours de votre vie sera brisé, transformé en tourbillon tumultueux, en écume, en fracas. Et alors, ou bien vous serez réduite en poussière sur les pointes des roches, ou bien vous serez soulevé, porté par quelques lames de fond dans un courant plus calme, comme je le suis à présent. J'aime cette journée, j'aime ce ciel d'acier, j'aime l'austérité et l'immobilité de la nature sous ce gel. J'aime Thornfield, son ancienneté, son isolement, ses vieux arbres où nichent les corneilles, ses vieux aubépins, sa façade grise et ses rangées de fenêtres sombres qui reflètent ce ciel métallique. Et cependant, comme j'en ai longtemps abhorré jusqu'à l'idée, je les fuis comme un asile de pestiférés. Combien ai-je encore en horreur? Il grinça des dents et se tut. Puis il interrompit sa marche, frappant du pied le sol durci. Quelques pensées maudites semblaient l'étreindre si fortement qu'il ne pouvait plus avancer. Nous montions l'avenue lorsqu'il s'arrêta ainsi. Le manoir était devant nous. Levant les yeux vers les créneaux, il leur jeta un regard tel que je n'en avais jamais vu et n'en vis jamais depuis. La souffrance, la honte, la colère, l'impatience, le dégoût, la haine semblaient en cet instant lutter avec frémissement dans la large pupille dilatée, sous les sourcils d'ébène. Terrible fut ce combat suprême. Il fit naître un sentiment nouveau qui triompha, quelque chose de dur, de cynique, d'obstiné, de résolu, qui calma son excitation et pétrifia son visage. Il continua. Durant l'instant où j'ai gardé le silence, Miss Eyre, je réglais une question avec ma destinée. Elle était là, debout, près du tronc de ce hêtre, comme une de ces sorcières qui apparurent à Macbeth sur la lande de Fort. « Vous aimez Thornfield ?» dit-elle, levant le doigt, puis elle traça dans l'air une épigraphe évocatrice dont les lugubres hiéroglyphes coururent tout le long de la façade de la maison, entre les deux rangées de fenêtres. « Aimez-le si vous le pouvez. Aimez-le si vous l'osez. » « Je veux l'aimer, ai-je dit. J'ai cette audace. » Et ajouta-t-il d'un air morose, « Je tiendrai parole. Je renverserai les obstacles au bonheur, à la bonté, oui, à la bonté. Je veux être meilleur que je ne fus, que je ne suis. De même que le Léviathan de Job brisa la lance, l'épieu et le aubergeon. De même, les résistances que les autres tiennent pour fer ou airain ne seront pour moi que paille et bois pourri. À ce moment, Adèle vint courir devant lui avec son volant. « Va-t'en » cria-t-il avec dureté. « Tiens-toi à distance, enfant, ou rentre auprès de Sophie. » Il continuait à marcher en silence. Je m'aventurai à le ramener au point de son récit dont il s'était brusquement écarté. « Avez-vous quitté le balcon, monsieur, lorsque mademoiselle Varens est entrée ?» demandai-je.
Je m'attendais presque à une rebuffade pour cette question intempestive. Il sortit au contraire de son farouche aparté et, tournant les yeux vers moi, l'ombre parut se dissiper de son front. « Oh, j'avais oublié Céline. Eh bien, reprenons. Lorsque je vis mon enchanteresse rentrer ainsi accompagnée d'un cavalier, je crus entendre un sifflement, le serpent vert de la jalousie. S'élançant en replis onduleux du balcon éclairé par la lune, glissa sous mon gilet et, en 2 minutes, se fraya un chemin jusqu'au tréfonds de mon cœur. C'est étrange, s'écria-t-il, s'écartant de nouveau et brusquement du sujet. C'est étrange que je vous choisisse comme confidente de tout ceci, jeune fille. Il est vraiment plus qu'étrange que vous m'écoutiez tranquillement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde qu'un homme comme moi raconte des histoires de danseuses d'opéra, ses maîtresses, à une jeune personne naïve et sans expérience comme vous. Mais comme je vous l'ai déjà dit une fois, cette dernière singularité explique la première. Avec votre gravité, votre sollicitude pour autrui, votre discrétion, vous êtes faite pour être la confidente de secrets. Je sais d'ailleurs quel esprit j'ai mis en communication avec le mien. Je sais que la contagion du mal ne peut rien sur lui. C'est un esprit peu commun. Il est unique. Je n'ai heureusement pas l'intention de lui nuire, mais le voudrais-je, il resterait invulnérable. Plus nous converserons, vous et moi, mieux cela vaudra. Si je ne puis vous flétrir, vous pouvez, vous, me rénover. Après cette digression, il reprit. Je demeurai sur le balcon. Sans doute vont-ils entrer dans le boudoir, pensai-je. Je vais leur tendre un piège. Je passai alors la main par la fenêtre ouverte, tirai le rideau en laissant une étroite ouverture pour me permettre d'observer, puis fermai la fenêtre, tout en ménageant un léger entrebâillement par lequel m'arriveraient en un murmure les serments des amoureux. Je me faufilai sur ma chaise, et au moment où je m'y asseyais, le couple entra. Mon œil fut bien vite devant l'ouverture. La femme de chambre de Céline vint allumer une lampe qu'elle laissa sur la table et se retira. Le couple m'apparut ainsi nettement. Ils se débarrassèrent tous deux de leurs manteaux. Je vis alors la Varence, étincelante de satin et de bijoux, mes cadeaux, bien entendu, et son compagnon en uniforme d'officier. Je le reconnus. C'était un jeune roué sans cervelle, un libertin, le vicomte, que j'avais quelquefois rencontré dans le monde sans jamais songer à le haïr tant je le méprisais. À sa vue, le dard du serpent, la jalousie se brisa aussitôt, car comme une flamme sous un été noir, s'évanouit comme une flamme, car au même moment mon amour pour Céline s'était évanoui comme une flamme sous un été noir. Une femme capable de me trahir pour un tel rival n'était pas digne qu'on se la disputât. Elle ne méritait que mépris, moins que moi toutefois, qui avait été sa dupe. Ils entamèrent une conversation qui me mit tout à fait à l'aise, frivole, cupide, sans cœur, sans esprit. Elle était plutôt de nature à ennuyer celui qui écoutait qu'à le mettre en fureur. Une de mes cartes se trouvait sur la table. Ils s'en aperçurent, et mon nom devint ainsi le sujet de leur entretien. Ils n'avaient ni l'un ni l'autre assez d'énergie ou d'esprit pour me rosser de la bonne manière, mais, à leur façon mesquine, ils m'insultèrent aussi grossièrement qu'ils le pouvaient faire. Céline surtout, qui fut même brillante en discourant sur les défauts de ma personne, qu'elle qualifia de difformité. Or, elle avait l'habitude de célébrer avec ferveur ce qu'elle appelait ma beauté mâle, en quoi elle différait diamétralement de vous, qui m'avez déclaré de but en blanc, à notre seconde entrevue, que vous ne me trouviez pas beau. Le contraste m'avait frappé sur le moment, et Adèle accourut de nouveau. « Monsieur, John est venu dire à l'instant que votre homme d'affaires est là et désire vous voir. » Dans ce cas, il me faut abréger. Ouvrant la fenêtre, je m'avançai vers eux. Je rendis à Céline sa liberté, lui signifiai de quitter l'hôtel, lui remis une bourse pour ses besoins immédiats, sans souci de ses cris, de ses crises de nerfs, de ses prières, de ses protestations, de ses convulsions, et je pris rendez-vous avec le vicomte pour une rencontre au bois de Boulogne. Le lendemain matin, j'eus le plaisir de me battre avec lui.
Je logeais une balle dans un de ces pauvres bras étiolés et faibles comme l'aile d'un poussin dans l'œuf et crus alors en avoir terminé avec tout l'équipage. Malheureusement, 6 mois auparavant, l'avarice m'avait donné cette petite Adèle qu'elle affirmait être ma fille. Il se peut qu'elle le soit, bien que je ne vois nulle preuve d'une aussi farouche paternité marquée sur son visage. Pilote me ressemble davantage. Quelques années après notre rupture, la mère abandonna son enfant et s'enfuit en Italie avec un musicien ou un chanteur. Je n'ai reconnu à Adèle aucun droit naturel à bénéficier de ma protection et je ne lui en reconnais pas davantage aujourd'hui, car je ne suis pas son père. Pourtant, lorsque j'appris qu'elle était dénuée de tout, j'ai voulu soustraire la pauvre créature à la fange, à la boue de Paris, sol salubre d'un jardin de la campagne, et les transplanter ici pour la faire élever sainement sur le sol salubre d'un jardin de la campagne anglaise. Mrs. Fairfax vous a trouvé pour vous charger de son éducation. Mais à présent que vous savez qu'elle est l'enfant illégitime d'une danseuse d'opéra française, vous changerez peut-être d'opinion sur votre situation et sur votre protégé. Un de ces jours, vous viendrez m'annoncer que vous avez trouvé une autre place, que vous me priez de chercher une autre institutrice, etc. N'est-ce pas? Non. Adèle n'est pas responsable des fautes de sa mère, ni des vôtres. J'ai de l'affection pour elle, et maintenant que je sais qu'elle est, en quelque sorte, sans parents, abandonnée par sa mère et reniée par vous, monsieur, je vais m'attacher à elle plus que jamais. Comment pourrais-je préférer l'enfant chéri, gâté d'une riche famille, qui haïrait son institutrice comme un fléau, à une petite orpheline, seule sur la terre, qui la regarde comme une amie et une protectrice? Ah, c'est là votre façon d'envisager la chose? Bon. Il faut que je rentre à présent, et vous aussi. Il commence à faire sombre. Je restai dehors encore quelques minutes avec Adèle et Pilote. Je jouai à la course avec elle et fis une partie de volant. Lorsque nous rentrâmes, je lui enlevai son manteau et sa capote, la pris sur mes genoux, et lui permis de babiller à son aise pendant 1 heure, sans même la gronder pour certaines petites libertés et vulgarités auxquelles elle se laissait aller lorsqu'on faisait trop attention à elle, et qui trahissaient un caractère superficiel, probablement hérité de sa mère, difficilement imputable en tout cas à une ascendance anglaise. Elle avait cependant ses mérites, et j'étais disposée à apprécier au plus haut point ce qu'il y avait de bon en elle. Je cherchais dans sa physionomie, dans ses traits, une ressemblance avec Mr. Rochester, mais n'en découvris aucune. Rien dans son expression ne marquait une parenté entre eux. C'était regrettable. Si quelques traits communs s'étaient révélés, il se serait davantage attaché à elle. Ce n'est qu'après m'être retirée dans ma chambre pour la nuit que, à tête reposée, je me remémorais le récit que m'avait fait Mr. Rochester. Comme il l'avait dit, il n'y avait probablement rien d'extraordinaire dans la substance même de cette histoire. La passion d'un riche Anglais pour une danseuse française, la trahison de celle-ci, voilà, sans doute, des faits assez courants dans le monde. Mais il y avait quelque chose de vraiment étrange dans le paroxysme d'émotion dont il avait soudain été saisi au moment où il exprimait sa satisfaction actuelle et son plaisir, ravivé depuis peu, de se retrouver dans le vieux manoir et sur ses terres. Je méditais avec étonnement sur cet incident, puis, le trouvant pour le moment inexplicable, je cessai peu à peu d'y penser et me mis alors à songer au comportement de mon maître à mon égard. La confidence qu'il avait jugé bon de me faire me semblait un hommage à ma discrétion. Je la regardais et l'acceptais comme telle. Au cours de ces dernières semaines, il avait eu envers moi une attitude plus égale qu'au début. Je n'avais jamais l'air de le déranger, il n'avait plus ces accès de froid dédain. Quand il me rencontrait par hasard, il en paraissait heureux, m'adressait toujours la parole, parfois même un sourire. Lorsque j'étais invitée à me présenter devant lui de façon plus protocolaire, la cordialité de l'accueil dont j'étais honorée me donnait l'impression que je possédais réellement le pouvoir de le divertir et qu'il recherchait ces entretiens du soir autant pour son plaisir que pour mon profit. Il est vrai que je parlais relativement peu, mais je prenais un vif plaisir à l'écouter.
Il était communicatif par nature. S'adressant à un esprit sans contact avec le monde, il aimait ouvrir des aperçus sur les scènes et sur les usages qu'on y voit. Je ne veux pas dire les scènes de corruption, les usages coupables, mais ceux dont l'intérêt provenait de leur caractère général, de leur singularité ou de la nouveauté qu'ils présentaient. Et j'étais ravie de recevoir les idées originales qu'il m'exprimait, d'imaginer les nouveaux tableaux qu'il dépeignait, de le suivre par la pensée dans les régions inconnues qu'il me faisait découvrir, sans qu'aucune pernicieuse allusion ne m'alarmât, ne me troublât jamais. Ces façons aisées me libéraient d'une pénible contrainte. L'amicale franchise, aussi irréprochable que cordiale avec laquelle il me traitait, m'attirait vers lui. Par moments, je le considérais plutôt comme un parent que comme un maître. Il se montrait cependant, quelquefois encore, autoritaire. Mais je ne m'en inquiétais pas, je voyais bien que c'était là sa manière. Ce nouvel intérêt introduit dans ma vie me rendit si heureuse, satisfaite, que je cessais de languir après une famille. Le mince croissant de ma destinée semblait s'élargir, les vides de mon existence se comblèrent. Ma santé s'améliora, je pris des forces et de l'embonpoint. Mr. Rochester était-il encore laid à mes yeux? Non, lecteur. La reconnaissance, l'évocation de maintes choses charmantes, bienfaisantes, faisaient de son visage l'objet que j'avais le plus de plaisir à voir. Sa présence dans une pièce était plus réjouissante que le feu le plus brillant. Je n'avais pourtant pas oublié ses défauts, je ne le pouvais guère, car il m'en rendait bien souvent témoin. Il était hautain, sarcastique et dur à l'endroit de toute infériorité. Je savais dans le secret de mon âme que sa grande bonté pour moi était contrebalancée par une injuste sévérité envers beaucoup d'autres. Il était d'humeur fantasque aussi, de façon inexplicable. Plus d'une fois, alors qu'il m'avait fait appeler pour lui faire la lecture, je l'avais trouvé assis, seul, dans sa bibliothèque, la tête inclinée sur ses bras croisés, et quand il levait les yeux, un regard triste, farouche, presque méchant, assombrissait son visage. J'étais convaincue que cette mauvaise humeur, cette dureté, ces anciennes défaillances morales, je dis anciennes car il semblait maintenant s'en être corrigé, avaient leur source dans quelque contrariété cruelle du sort. Je croyais qu'il avait par nature de meilleurs penchants, des principes plus élevés et des goûts plus purs que ceux qui avaient été développés par son genre de vie, inculqués par son éducation ou encouragés par sa destinée. Je jugeais qu'il y avait en lui des matériaux de choix qui sans doute gisaient là, gâtés et pêle-mêle. Je ne saurais nier que j'étais affligée de sa peine, quelle qu'elle fût, et que j'aurais payé cher pour pouvoir la soulager. Bien que j'eusse alors soufflé ma chandelle et que je fusse couchée, je ne pouvais dormir. Je pensais au regard qu'il avait eu dans l'avenue quand il s'était arrêté pour me dire que son destin s'était dressé devant lui, le défiant d'être heureux à Thornfield. Pourquoi n'y serait-il pas heureux, me demandai-je. Qu'est-ce qu'il détourne de cette maison? Va-t-il partir une fois de plus? Mrs. Fairfax m'a dit qu'il y séjournait rarement plus de 15 jours consécutifs. Et voici plus de 8 semaines qu'il y réside. Quel douloureux changement s'il s'en va. Supposons qu'il soit absent au printemps, en été, en automne, comme le soleil et les beaux jours me paraîtront sans joie. Je ne sais trop si je m'étais endormie ou non après ces réflexions. Quoi qu'il en soit, je fus réveillée en sursaut en entendant un vague murmure, étrange, lugubre, qui me sembla provenir de la pièce juste au-dessus de la mienne. J'aurais voulu ne pas avoir éteint ma chandelle. La nuit était d'une obscurité sinistre et je me sentais déprimée. Je m'assis dans mon lit, aux aguets. Le bruit avait cessé. J'essayais de me rendormir, mais mon cœur battait d'angoisse. La paix de mon esprit était troublée. En bas, loin, dans le vestibule, l'horloge sonna 2 heures. À ce moment précis, j'eus l'impression que l'on avait effleuré la porte de ma chambre, que quelqu'un, marchant à tâtons le long du corridor obscur, en avait frôlé les panneaux avec ses doigts. « Qui est là ?» demandai-je.
Personne ne répondit. Je frissonnais d'effroi. Il me vint soudain à l'esprit que ce pouvait être Pilote qui, lorsqu'on laissait par hasard la porte de la cuisine ouverte, venait souvent sur le seuil de la chambre de Mr. Rochester. Je l'avais moi-même vu coucher là le matin. Cette idée me rassura un peu. Je m'allongeai à nouveau. Le silence calme les nerfs. Il régnait maintenant de façon parfaite dans toute la maison, et je sentis le sommeil me gagner de nouveau. Mais il était écrit que je ne dormirais pas cette nuit-là. À peine avais-je prêté l'oreille au songe qui approchait, qu'il s'était enfui, effrayé, épouvanté par un accident capable, en effet, de glacer la moelle des os. C'était un rire démoniaque, grave, contenu, profond qui avait retenti, semblait-il, devant le trou de la serrure de la porte de ma chambre. Le chevet de mon lit était près de la porte et je crus tout d'abord que ce démon en mal de rire était debout près de mon lit, ou plutôt tapi contre mon oreiller. Je me mis sur mon séant et regardai autour de moi sans rien voir. Au même moment, le son extraordinaire se reproduisit. Je me rendis compte qu'il venait de l'autre côté de la porte. Ma première impulsion fut de me lever et de pousser le verrou, la seconde de crier de nouveau « Qui est là ?» Un murmure et un gémissement se firent entendre. Des pas se dirigèrent presque aussitôt le long de la galerie, vers l'escalier du 3e étage. Une porte avait été posée depuis peu pour en fermer l'accès. Je l'entendis s'ouvrir, se refermer, et tout retomba dans le silence. Était-ce Grace Poole? Est-elle possédée, pensai-je? Impossible à présent de rester seule plus longtemps. Il me fallait aller trouver Mrs. Fairfax. Je mis hâtivement ma robe et mon châle, je tirai le verrou et j'ouvris la porte d'une main tremblante. Juste en face, il y avait une chandelle allumée posée sur la natte de la galerie. J'en fus surprise. Mais je fus encore plus abasourdie de constater que l'air était très opaque, comme rempli de fumée. Et tandis que je regardais à droite, à gauche, pour découvrir d'où sortaient ces volutes bleues, je sentis une forte odeur de brûlé. Il y eut un craquement, celui d'une porte entr'ouverte, la porte de la chambre de Mr. Rochester. C'était de là que s'échappait un nuage de fumée. Je ne songeais plus à Mrs. Fairfax, ni à Grace Poole, ni au rire. En un instant, je fus dans la chambre. Des langues de feu jaillissaient autour du lit. Les rideaux flambaient. Au milieu des flammes et de la fumée, Mr. Rochester était étendu, immobile, dormant d'un profond sommeil. « Réveillez-vous! Réveillez-vous » criai-je. Je me mis à le secouer, mais il se contenta de murmurer quelque chose et de se retourner. La fumée l'avait engourdi. Il n'y avait pas un moment à perdre. Les draps eux-mêmes prenaient feu. Je me précipitai sur sa cuvette et sur son pot à eau. L'une, par bonheur, était grande et l'autre profond. Tous les deux étaient pleins d'eau. Je les soulevai, j'inondai le lit et son occupant, courut en hâte dans ma chambre chercher mon pot à eau dont je baptisai à nouveau le lit et, avec l'aide de Dieu, je réussis à éteindre les flammes qui le dévoraient. Le sifflement de l'eau sur le feu, le bruit d'un pot à eau que j'avais laissé choir après l'avoir vidé, et plus que tout le contact de l'eau résultant de la douche que je lui avais libéralement administrée firent revenir Mr. Rochester à lui. En dépit de l'obscurité, je m'en rendis compte qu'il était réveillé, en l'entendant fulminer de curieuses imprécations lorsqu'il se vit étendu dans une mare d'eau. « Y a-t-il eu une inondation ?»« Non, monsieur, répondis-je, mais il y a eu un incendie. Levez-vous donc. Tout est éteint à présent. Je vais aller vous chercher une chandelle. »« Au nom de tous les lutins de la chrétienté, êtes-vous Jane Eyre ?» demanda-t-il. « Que m'avez-vous donc fait, magicienne, sorcière? Qui est là dans ma chambre avec vous? Avez-vous comploté de me noyer? » « Je vais aller vous chercher une chandelle, monsieur. Au nom du ciel, levez-vous. Quelqu'un, en effet, a formé un complot et vous ne sauriez mettre trop de hâte pour essayer de découvrir qui en est l'auteur et de quoi il peut bien s'agir. Voilà, je suis debout à présent. Mais c'est à vos risques et périls si vous allez chercher une chandelle tout de suite. Attendez 2 minutes que je mette des vêtements secs, s'il y en a. Ah oui, voici ma robe de chambre. Courez-y à présent. Je m'empressai d'apporter la chandelle qui était encore dans la galerie. Il me la prit des mains, la souleva pour examiner le lit, tout noirci et brûlé, les draps trempés, le tapis qui l'entourait, ruisselant d'eau. « Qu'est-il arrivé? Qui a fait cela ?» demanda-t-il.
Je lui rapportai brièvement ce que je savais, le rire étrange que j'avais entendu dans la galerie, le bruit de pas montant au 3e étage, la fumée et l'odeur de brûlé qui m'avaient conduite à sa chambre, l'état dans lequel je l'avais trouvé et comment je l'avais inondé de toute l'eau apportée de ma main. Il m'écouta avec beaucoup de gravité. Son visage, à mesure que mon récit se poursuivait, exprimait plus de tristesse que d'étonnement. Il ne parla pas tout de suite lorsque j'eus terminé. « Voulez-vous que j'appelle Mrs. Fairfax » demandai-je. « Mrs. Fairfax »« Non. Pourquoi diable appelleriez-vous ? Que pourrait-elle faire ? Laissez-la donc dormir en paix. »« Alors je vais aller chercher Ellie et réveiller John et sa femme. »« Pas du tout. Restez tranquille. Avez-vous un châle sur vous ? Si vous n'avez pas assez chaud, vous pouvez prendre mon manteau qui est là-bas. Enveloppez-vous-en bien et asseyez-vous dans ce fauteuil, là. Je vais vous en couvrir. Maintenant, mettez vos pieds sur ce tabouret pour les préserver de l'humidité. Je vais vous laisser quelques minutes. J'emporte la chandelle. Restez là où vous êtes jusqu'à mon retour et ne faites pas plus de bruit qu'une souris. Il faut que je fasse une visite au 3e étage. Surtout, ne bougez pas et n'appelez personne. » Il partit. Je regardais la lueur s'éloigner. Il longea tout doucement la galerie, ouvrit la porte de l'escalier avec le moins de bruit possible, la referma derrière lui, et le dernier rayon de lumière s'évanouit. Je restais dans une obscurité complète. Je tendis l'oreille au moindre bruit, mais n'entendis rien. Un temps très long s'écoula. La lassitude m'envahit. En dépit du manteau, j'avais froid. D'ailleurs, je ne voyais pas la nécessité de rester là puisqu'il ne fallait réveiller personne. J'étais sur le point de désobéir aux ordres de Mr. Rochester, risquant ainsi de lui déplaire, lorsqu'une faible lueur éclaira de nouveau le mur de la galerie, et le bruit de ses pieds nus sur la natte se fit entendre. J'espère que c'est lui, pensai-je, non quelque chose de pire. Il rentra, pâle et très sombre. « J'ai tout découvert, dit-il, posant sa chandelle sur le lavabo. C'est bien ce que je pensais. Comment cela, monsieur ? Il ne répondit pas, mais resta debout, les bras croisés, les yeux fixés à terre. Après quelques minutes, il me demanda d'un ton assez bizarre. « Je ne me souviens plus si vous m'avez dit avoir vu quelque chose en ouvrant la porte de votre chambre. »« Non, monsieur, je n'ai vu que le chandelier posé par terre. »« Mais vous avez entendu un rire étrange. Vous avez déjà entendu ce rire auparavant, je suppose, ou quelque chose comme cela ? » « Oui, monsieur, il y a ici une femme qui fait de la couture, elle s'appelle Grace Poole, qui rit de cette manière. C'est une personne bien singulière. » « Parfaitement, Grace Poole. Vous l'avez deviné. Elle est, comme vous le dites, singulière. Très singulière. Je vais réfléchir à cela. En attendant, je suis content que vous soyez la seule personne en dehors de moi à connaître les détails précis de l'incident de cette nuit. Vous n'êtes pas une sotte bavarde, n'en parlez pas. Je trouverai bien une explication à cet état de choses, ajouta-t-il, désignant le lit. Retournez dans votre chambre à présent. Je m'accommoderai très bien du canapé de la bibliothèque pour y passer le reste de la nuit. Il est près de 4 heures. Dans 2 heures, les domestiques seront levés. Alors bonne nuit, monsieur, dis-je en me retirant. Il parut surpris, ce qui était contradictoire, puisqu'il venait de me dire de partir. Comment ? S'écria-t-il. Me quittez-vous déjà, et comme cela ? Vous m'avez dit que je pouvais m'en aller, monsieur. Mais non sans prendre congé, sans une ou 2 paroles de reconnaissance, de cordialité, en un mot, pas de cette manière brève, sèche. Comment ? Vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez arraché à une mort effroyable, atroce, et vous me quittez comme si nous étions des étrangers. Serrons-nous au moins la main ? Il me tendit la main. Je lui donnai la mienne, qu'il prit d'abord dans une, puis dans ses 2 mains. Vous m'avez sauvé la vie et il m'est agréable d'avoir contracté envers vous cette immense dette. Je ne puis rien dire de plus. Il m'aurait été intolérable d'être ainsi l'obligé de toute autre créature pour une telle dette. Mais avec vous, c'est différent. Vos bienfaits ne sont pas un fardeau pour moi, Jane. Il s'arrêta, me regardant fixement. Des paroles presque visibles tremblaient sur ses lèvres, mais il ne put les articuler. Encore une fois, bonne nuit, monsieur. Il n'y a là ni dette, ni bienfait, ni fardeau, ni obligation. Je savais, continua-t-il, qu'un jour vous me feriez du bien, d'une façon ou d'une autre. Je l'ai vu dans vos yeux, la première fois que je vous ai aperçu. Leur expression, leur sourire n'avaient pas... Il s'interrompit de nouveau. N'avaient pas... Il poursuivit rapidement.
pour rien ravit mon cœur jusqu'en ses profondeurs. On parle de sympathie naturelle, de bon génie, il y a un peu de vrai dans la fable la plus fantaisiste. Bonne nuit, mon sauveur bien-aimé. Il y avait dans sa voix une étrange énergie, une étrange flamme animait son regard. Je suis heureuse de m'être trouvée par hasard éveillée, dis-je, me disposant à partir. Vous voulez donc vous en aller? J'ai froid, monsieur. Froid, oui. Vous avez les pieds dans une mare d'eau. Partez, Jane, partez. Je ne pouvais dégager ma main qu'il retenait toujours. J'eus recours à un expédient. Il me semble avoir entendu remuer Mrs. Fairfax, dis-je. Alors quittons-nous. Il relâcha l'étreinte de ses doigts et je m'éloignai. Je regagnai mon lit sans jamais songer à dormir. Je fus ballottée jusqu'à l'aube sur une mer agitée où des lames de fond redoutables roulaient sous des déferlements de joie. Je croyais parfois apercevoir, au-delà des courants impétueux, un rivage aussi enchanteur que les collines de Bela. De temps en temps, un frais zéphyr animé par l'espoir emportait triomphalement mon esprit vers le port, mais je ne parvenais pas à l'atteindre, même en imagination. Une brise contraire soufflant de terre me repoussait toujours. Le bon sens saurait résister au délire, le jugement saurait prémunir la passion. Trop fiévreuse pour prendre du repos, je me levai dès l'aurore. Et c'est la fin du chapitre 15. Beijo. Je ne sais pas parler brésilien, portugais. Mais je pense que c'est quand même pas mal d'essayer de le dire en portugais. Não quero o primeiro beijo. Basta-me o instante antes do beijo. Quero-me corpo ante o abismo. Terra nos rasgao do sismo, o lábio ardendo, entre tremor e temor, o escurecer da luz, no desaguar dos corpos, o amor, não tem depois, quero o vulcão, que na terra não toca, o beijo antes de ser boca. Je ne sais pas lire le portugais. Baiser. Je ne veux pas du premier baiser. Me suffit l'instant avant le baiser. Je me veux corps face à l'abîme, terre dans la déchirure du séisme. La lèvre brûlante trémule ou tremble, l'obscurcissement de la lumière dans le déferlement des corps. L'amour n'a pas d'après. Je veux le volcan qui à la terre ne touche, le baiser avant d'être bouche. Dormes, não há no mundo senão teu rosto. O céu sob o teto, espera comigo que despertes. O meu único relógio é a sombra imóvel no chão do quarto, a curva da terra em tua pálpebra desenhada. No teu sono me empalas. Dormes-me. Tu dors. Tu dors. Il n'y a rien d'autre au monde que ton visage. Le ciel au-dessous du plafond attend avec moi ton réveil. Ma seule montre l'ombre immobile sur le sol de la chambre. La courbe de la terre sur ta paupière dessinée. Dans ton sommeil, tu me berces, tu me dors.
Je l'avais ouvert hier. J'étais tombée sur quoi hier? Non. Magnifique. Mais c'était le poème d'hier. Tu me chatouilles. Je me rappelle pas des paroles. Aprendiz de ausencias, morer, como quem des aguas sem mar e num derradeiro relance, olá ao mundo, como se ainda o pudesse amar. Morer, depois de me despedir das palavras, uma a uma, e no final, descontada a lágrima, restar uma única certeza. Não há morte que baste para se deixar de viver. Apprenti d'absence, mourir, comme qui se jette sans mer et, dans un ultime coup d'œil, regarde le monde comme s'il pouvait encore l'aimer. Mourir après avoir dit au revoir aux mots, un à un, et à la fin, l'arme déduite reste une seule certitude, il n'est pas de mort qui soit assez pour qu'on cesse de vivre. Il y avait la jeunesse, non? Je ne sais plus. Oh, j'en lirai d'autres comme ça. Vous savez, l'autre jour... Non, vous ne savez pas. Et quand je dis l'autre jour, ça fait quand même quelques temps. Je réfléchissais, mais à quoi je... Enfin, c'était des pensées qui traversaient mon esprit comme ça. Et je me disais qu'en fait, il était possible selon moi, possible mais très difficile, de pallier à un manque d'amour survenu à un moment ou un autre dans sa vie, un manque d'amour ou une grande blessure. Et donc après, je pense à Stig Dagerman, notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Je crois que je ne suis pas d'accord avec lui. Je vous dis ça, c'est pas si simple. Hein. Ça va et ça vient. J'ai envie de pleurer. De chagrin. Mais si je vous dis pourquoi, vous allez sans doute rire et me trouver bête. Mais c'est pas grave. Il y a vraiment une chose qui est pas grave, c'est celle-là. Il y avait un arbre que j'adorais. Non, je l'adorais pas, je l'aimais simplement. Et c'était... Pour moi, aller le voir, c'était...
comme aller voir un ami, un très très cher ami. Et je pensais que si tout partait dans la vie, je pensais que lui serait là toujours pour moi. Mais mon merveilleux ami, et il m'avait prévenu. Il était majestueux. Il a tiré sa révérence de la même façon, d'une façon assez splendide, grandiose. Il s'est fendu, il est tombé. Et il m'a redit comme ça que tout n'était que mouvement et que rien ne restait. Rien n'était éternel. Je le remercie pour ça. Ça n'empêche pas la tristesse quand il y a quelque chose quand il y a une blessure ou un chagrin. Mais ça ne veut pas dire que notre besoin de consolation soit impossible à rassasier. Je suis pas d'accord avec ça. Je crois que l'amour est l'énergie la plus puissante. Et peut-être que c'est la seule chose stable, c'est l'amour finalement. Pas stable, c'est pas le mot qui convient. Et c'est vrai que je l'aime cet arbre. Parce qu'en fait, voilà, il faut en parler au présent. C'est un verbe qu'on devrait conjuguer uniquement au présent, quand c'est véritablement l'amour. Parce que peu importe, l'amour reste là. Ah voilà. Il était magique. Et j'avais envie de vous lire Stig Dagerman. C'est pas très long. Tout le monde le lit, mais j'avais envie de le lire aussi. Voilà. Je ne peux pas vraiment. Mais allez, je me dis, après tout, pourquoi pas. Je ferai pas la pub. Stig Dagerman, notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Traduit du suédois par Philippe Bouquet. Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux, car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu, ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique.
les ruses de Sioux du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute comme si celui-ci n'était pas, lui aussi, entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même car je suis bien certain d'une chose. Le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. En ce qui me concerne, je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir dans la forêt, je tire. Souvent, je n'atteins que le vide, mais une fois, de temps en temps, une proie tombe à mes pieds. Et comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent dans la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime. Qu'ai-je alors entre mes bras ? Puisque je suis solitaire, une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux. Puisque je suis poète, un arc de mots que je ressens de la joie et de l'effroi à bander. Puisque je suis prisonnier, un aperçu soudain de la liberté. Puisque je suis menacé par la mort, un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique. Puisque je suis menacé par la mer, un récif de granit bien dur. Mais il y a aussi des consolations qui viennent à moi sans y être conviées et qui remplissent ma chambre de chuchotements odieux. Je suis ton plaisir, aime-les tous. Je suis ton talent, faisant aussi mauvais usage que de toi-même. Je suis ton désir de jouissance, seuls vivent les gourmets. Je suis ta solitude, méprise les hommes. Je suis ton aspiration à la mort, alors tranche. Le fil de rasoir est bien étroit. Je vois ma vie menacée par deux périls. D'un côté par les bouches avides de la gourmandise, de l'autre par l'amertume de l'avarice qui se nourrit d'elle-même. Mais je tiens à refuser de choisir entre l'orgie et l'ascèse, même si je dois pour cela subir le supplice du gril de mes désirs. Pour moi, il ne suffit pas de savoir que, puisque nous ne sommes pas libres de nos actes, tout est excusable. Ce que je cherche, ce n'est pas une excuse à ma vie, mais exactement le contraire d'une excuse, le pardon. L'idée me vient finalement que toute consolation ne prenant pas en compte ma liberté est trompeuse, qu'elle n'est que l'image réfléchie de mon désespoir. En effet, lorsque mon désespoir me dit « Perds confiance car chaque jour n'est qu'une trêve entre deux nuits », la fausse consolation m'écrit « Espère car chaque nuit n'est qu'une trêve entre deux jours ». Mais l'humanité n'a que faire d'une consolation en forme de mot d'esprit. Elle a besoin d'une consolation qui illumine. Et celui qui souhaite devenir mauvais, c'est-à-dire devenir un homme qui agisse comme si toutes les actions étaient défendables, doit au moins avoir la bonté de le remarquer lorsqu'il y parvient. Personne ne peut énumérer tous les cas où la consolation est une nécessité. Personne ne sait quand tombera le crépuscule et la vie n'est pas un problème qui puisse être résolu en divisant la lumière par l'obscurité et les jours par les nuits. C'est un voyage imprévisible entre des lieux qui n'existent pas. Je peux par exemple marcher sur le rivage et ressentir tout à coup le défi effroyable que l'éternité lance à mon existence dans le mouvement perpétuel de la mer et dans la fuite perpétuelle du vent. Que devient alors le temps, si ce n'est une consolation, pour le fait que rien de ce qui est humain ne dure? Quelle misérable consolation, qui n'enrichit que les Suisses. Je peux rester assis devant un feu dans la pièce la moins exposée de tout au danger et sentir soudain la mort me cerner. Elle se trouve dans le feu, dans tous les objets pointus qui m'entourent, dans le poids du toit et dans la masse des murs. Elle se trouve dans l'eau, dans la neige, dans la chaleur et dans mon sang. Que devient alors le sentiment humain de sécurité si ce n'est une consolation pour le fait que la mort est ce qu'il y a de plus proche de la vie? Et quelle misérable consolation qui ne fait que nous rappeler ce qu'elle veut nous faire oublier. Je peux remplir toutes mes pages blanches avec les plus belles combinaisons de mots que puisse imaginer mon cerveau. Étant donné que je cherche à m'assurer que ma vie n'est pas absurde et que je ne suis pas seule sur la terre,
Je rassemble tous ces mots en un livre et je l'offre au monde. En retour, celui-ci me donne la richesse, la gloire et le silence. Mais que puis-je bien faire de cet argent et quel plaisir puis-je prendre à contribuer au progrès de la littérature? Je ne désire que ce que je n'aurai pas. Confirmation de ce que mes mots ont touché le cœur du monde. Que devient alors mon talent, si ce n'est qu'une consolation pour le fait que je suis seule? Mais quelle épouvantable consolation, qui me fait simplement ressentir ma solitude 5 fois plus fort. Je peux voir la liberté incarnée dans un animal qui traverse rapidement une clairière et entendre une voix qui chuchote « Vis simplement, prends ce que tu désires et n'aie pas peur des lois ». Mais qu'est-ce que ce bon conseil, si ce n'est une consolation pour le fait que la liberté n'existe pas? Et quelle impitoyable consolation pour celui qui s'avise que l'être humain doit mettre des millions d'années à devenir un lézard. Pour finir, je peux m'apercevoir que cette terre est une fosse commune dans laquelle le roi Salomon, Ophélie et Himmler reposent côte à côte. Je peux en conclure que le bourreau et la malheureuse jouissent de la même mort que le sage, et que la mort peut nous faire l'effet d'une consolation pour une vie manquée. Mais quelle atroce consolation pour celui qui voudrait voir dans la vie une consolation pour la mort. Je ne possède pas de philosophie dans laquelle je puisse me mouvoir comme le poisson dans l'eau ou l'oiseau dans le ciel. Tout ce que je possède est un duel, et ce duel se livre à chaque minute de ma vie entre les fausses consolations qui ne font qu'accroître mon impuissance et rendre plus profond mon désespoir, et les vraies, qui me mènent vers une libération temporaire. Je devrais peut-être dire la vraie, car, à la vérité, il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle, celle qui me dit que je suis un homme libre, un individu inviolable, un être souverain à l'intérieur de ses limites. Mais la liberté commence par l'esclavage et la souveraineté par la dépendance. Le signe le plus certain de ma servitude est ma peur de vivre. Le signe définitif de ma liberté est le fait que ma peur laisse la place à la joie tranquille de l'indépendance. On dirait que j'ai besoin de la dépendance pour pouvoir finalement connaître la consolation d'être un homme libre. Et c'est certainement vrai. À la lumière de mes actes, je m'aperçois que toute ma vie semble n'avoir eu pour but que de faire mon propre malheur. Ce qui devrait m'apporter la liberté m'apporte l'esclavage et des pierres en guise de pain. Les autres hommes ont d'autres maîtres. En ce qui me concerne, mon talent me rend esclave au point de ne pas oser l'employer, de peur de l'avoir perdu. De plus, je suis tellement l'esclave de mon nom que j'ose à peine écrire une ligne de peur de lui nuire. Et lorsque la dépression arrive finalement, je suis aussi son esclave. Mon plus grand désir est de la retenir. Mon plus grand plaisir est de sentir que tout ce que je valais résidait dans ce que je crois avoir perdu. La capacité de créer de la beauté à partir de mon désespoir, de mon dégoût et de mes faiblesses. Avec une joie amère, je désire voir mes maisons tomber en ruine et me voir moi-même enseveli sous la neige de l'oubli. Mais la dépression est une poupée russe et, dans la dernière poupée, se trouve un couteau, une lame de rasoir, un poison, une eau profonde et un seau dans un grand trou. Je finis par devenir l'esclave de tous ces instruments de mort. Ils me suivent comme des chiens, à moins que le chien, ce ne soit moi. Et il me semble comprendre que le suicide est la seule preuve de la liberté humaine. Mais, venant d'une direction que je ne soupçonne pas encore, voici que s'approche le miracle de la libération. Cela peut se produire sur le rivage, et la même éternité qui, tout à l'heure, suscitait mon effroi est maintenant le témoin de mon accession à la liberté. En quoi consiste donc ce miracle? Tout simplement dans la découverte soudaine que personne, aucune puissance, aucun être humain n'a le droit d'énoncer envers moi des exigences telles que mon désir de vivre vienne à s'étioler. Car si ce désir n'existe pas, qu'est-ce qui peut alors exister? Puisque je suis au bord de la mer, je peux apprendre de la mer. Personne n'a le droit d'exiger de la mer qu'elle porte tous les bateaux, ou du vent qu'il gonfle perpétuellement toutes les voiles. De même,
Personne n'a le droit d'exiger de moi que ma vie consiste à être prisonnier de certaines fonctions. Pour moi, ce n'est pas le devoir avant tout, mais la vie avant tout. Tout comme les autres hommes, je dois avoir droit à des moments où je puisse faire un pas de côté et sentir que je ne suis pas seulement une partie de cette masse que l'on appelle la population du globe, mais aussi une unité autonome. Ce n'est qu'en un tel instant que je peux être libre vis-à-vis de tous les faits de la vie qui, auparavant, ont causé mon désespoir. Je peux reconnaître que la mer et le vent ne manqueront pas de me survivre et que l'éternité se soucie peu de moi. Mais qui me demande de me soucier de l'éternité? Ma vie n'est courte que si je la place sur le billot du temps. Les possibilités de ma vie ne sont limitées que si je compte le nombre de mots ou le nombre de livres auxquels j'aurai le temps de donner le jour avant de mourir. Mais qui me demande de compter? Le temps n'est pas l'étalon qui convient à la vie. Au fond, le temps est un instrument de mesure sans valeur, car il n'atteint que les ouvrages avancés de ma vie. Mais tout ce qui m'arrive d'important et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu, la rencontre avec un être aimé, une caresse sur la peau, une aide au moment critique, le spectacle du clair de lune, une promenade en mer à la voile, la joie que l'on donne à un enfant, le frisson devant la beauté, tout cela se déroule totalement en dehors du temps. Car peu importe que je rencontre la beauté l'espace d'une seconde ou l'espace de 100 ans. Non seulement la félicité se situe en marge du temps, mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie. Je soulève donc de mes épaules le fardeau du temps et, par la même occasion, celui des performances que l'on exige de moi. Ma vie n'est pas quelque chose que l'on doive mesurer. Ni le saut du cabri, ni le lever du soleil ne sont des performances. Une vie humaine n'est pas non plus une performance, mais quelque chose qui grandit et cherche à atteindre la perfection. Et ce qui est parfait n'accomplit pas de performance. Ce qui est parfait œuvre en état de repos. Il est absurde de prétendre que la mer soit faite pour porter des armadas et des dauphins. Certes, elle le fait, mais en conservant sa liberté. Il est également absurde de prétendre que l'homme soit fait pour autre chose que pour vivre. Certes, il approvisionne des machines et il écrit des livres, mais il pourrait tout aussi bien faire autre chose. L'important est qu'il fasse ce qu'il fait en toute liberté et en pleine conscience de ce que, comme tout autre détail de la création, il est une fin en soi. Il repose en lui-même comme une pierre sur le sable. Je peux même m'affranchir du pouvoir de la mort. Il est vrai que je ne peux me libérer de l'idée que la mort marche sur mes talons et encore moins nier sa réalité. Mais je peux réduire à néant la menace qu'elle constitue en me dispensant d'accrocher ma vie à des points d'appui aussi précaires que le temps et la gloire. Par contre, il n'est pas en mon pouvoir de rester perpétuellement tourné vers la mer et de comparer sa liberté avec la mienne. Le moment arrivera où je devrai me retourner vers la terre et faire face aux organisateurs de l'oppression dont je suis victime. Ce que je serai alors contraint de reconnaître, c'est que l'homme a donné à sa vie des formes qui, au moins en apparence, sont plus fortes que lui. Même avec ma liberté toute récente, je ne puis les briser. Je ne puis que soupirer sous leur poids. Par contre, parmi les exigences qui pèsent sur l'homme, je peux voir lesquelles sont absurdes et lesquelles sont inéluctables. Selon moi, une sorte de liberté est perdue pour toujours ou pour longtemps. C'est la liberté qui vient de la capacité de posséder son propre élément. Le poisson possède le sien, de même que l'oiseau et que l'animal terrestre. Thoreau avait encore la forêt de Walden, mais où est maintenant la forêt où l'être humain puisse prouver qu'il est possible de vivre en liberté en dehors des formes figées de la société? Je suis obligée de répondre. Nulle part. Si je veux vivre libre, il faut pour l'instant que je le fasse à l'intérieur de ces formes. Le monde est donc plus fort que moi. À son pouvoir, je n'ai rien à opposer que moi-même. Mais d'un autre côté,
c'est considérable. Car tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre, je suis moi aussi une puissance. Et mon pouvoir est redoutable tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde. Car celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. Mais ma puissance ne connaîtra plus de borne le jour où je n'aurai plus que mon silence pour défendre mon inviolabilité, car aucune hache ne peut avoir de prise sur le silence vivant. Telle est ma seule consolation. Je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes, mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige, une consolation qui soit plus qu'une consolation et plus grande qu'une philosophie, c'est-à-dire une raison de vivre. J'en étais arrivée à me dire que finalement, lors de ma petite réflexion, la succession d'idées, qui avait lieu avant la chute. Que finalement cette je ne sais plus exactement comment s'était formée ma réflexion. Je devrais l'écrire plutôt, parce que des fois j'oublie, surtout quand avec la fatigue et tout ça. Mais il me semblait que cette oui, c'est ça, j'ai eu l'intuition que la réponse consistait vraiment dans l'amour. Et peut-être que cette intuition-là, c'est simplement l'espoir et cette recherche de consolation. Peut-être que c'est finalement ça l'espoir, et que la vie, il y a comment on appelle ça? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Peut-être tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. C'est une banalité, hein, mais peut-être que ça tient là-dedans. Je suis d'accord avec lui sur plein de choses. Pas sur tout. Je suis très anxieuse depuis toujours. Et je me suis demandé si c'était à cause... Non, je dis des bêtises. Si, je me suis demandé si c'était la peur de la mort. Parce que j'ai toujours dit que j'avais pas vraiment peur de la mort, mais plutôt du fait de souffrir pendant la vie. La souffrance physique, vous voyez, qui peut causer la mort.
ou qui peut se conclure plutôt par la mort. Mais je crois que cette anxiété c'est plutôt l'expression de la peur de perdre les êtres aimés, alors que c'est idiot. Bon, bientôt je vais lire Marguerite Porete. J'ai un tel problème avec les noms. J'ai faim apparemment. Excusez-moi pour les porporiques. Bonjour, merci. J'ai dit plein de bêtises, mais mais comme je vous l'ai dit, c'était voilà une petite lecture calme et tranquille. Pas si petite que ça. D'ailleurs, je vois le temps. Ça fait un petit moment. J'aime beaucoup Jane Eyre. Et j'ai hâte de continuer la prochaine lecture. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit. Faites de beaux rêves, pardon. Et prenez soin de vous surtout. Voilà. Il faudra qu'on parle du suicide. Mais pas maintenant. Merci.